Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent juste d'arriver. On va vous présenter aujourd'hui donc le comptoir Octo XGCP. On va parler des enjeux au déploiement de solutions embarquant de l'IA générative. Alexander, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexander et je suis spécialiste d'IA génératif et ML chez Google Cloud. Et moi, bonjour à tous, donc Antoine Moreau, je suis lead de l'équipe Data IA pour le secteur du retail et du luxe chez Octo. Et on travaille beaucoup sur GCP. Et dans le cadre de cette collaboration, on a développé un accélérateur justement pour faciliter le déploiement de solutions qui embarquent de l'IA générative. Avant de vous rentrer dans le vif du sujet de cet accélérateur, j'aimerais répondre à une question qui est: quels sont aujourd'hui les enjeux autour des LLM? Et en fait, les enjeux autour des LLM aujourd'hui résident principalement dans le fait de déployer des solutions bout en bout qui répondent aux besoins des métiers. Et en fait, les besoins des métiers, ils sont soumis à rude épreuve par certaines des spécificités qu'ont les LLM. Parmi elles, on a le non-déterminisme, qui est le fait de fixer le caractère aléatoire que peuvent avoir les LLM dans les réponses qu'ils nous donnent. Il va falloir arriver à maîtriser les biais, sur la religion, la politique ou d'autres biais, maîtriser le périmètre de réponse que le LLM va pouvoir nous donner. Typiquement, si je pose une question à un chatbot bancaire sur un sujet, j'ai pas forcément envie qu'il me raconte quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, fixer ce périmètre, c'est hyper important. Et modérer les propos non appropriés qu'on pourrait avoir. On n'a surtout pas envie que notre chatbot insulte l'utilisateur ou ait des propos inappropriés. La deuxième chose, c'est la résilience. On est dans un écosystème l'IA générative qui évolue très vite, que ce soit sur les modèles, que ce soit sur les frameworks qui sont utilisés. Donc, il faut qu'on ait une solution qui soit en capacité d'évoluer très vite, que ce soit sur le plan de l'infrastructure, sur le plan applicatif également, avec le choix des modèles, etc. Voilà. Par exemple, on a les LLM et les modèles d'embedding qui évoluent très vite. On a des benchmarks qui sortent toutes les semaines et les top modèles changent souvent. Donc, il faut qu'on soit en capacité de faire évoluer ces modèles au sein de nos systèmes. On a également un autre sujet de résilience technique et d'idempotence du système, notamment sur les bases RAG, donc les bases vectorielles qu'on va utiliser pour faire apprendre à nos modèles des données internes à l'entreprise. Il y a un enjeu d'idempotence sur la mise à jour des documents à l'intérieur de cette base RAG également. Il y a un très bon article sur le blog d'Octo qui a été écrit par Philippe Rados sur ce sujet spécifiquement que je vous invite à lire si ça vous intéresse. Le troisième point, c'est la sécurité. Les systèmes qui embarquent de l'IA générative, globalement, on leur envoie de la donnée. Typiquement, pour prendre le cas d'un chatbot un peu conseiller bancaire, je peux, moi, en tant qu'utilisateur, envoyer des informations confidentielles sur mes comptes, etc. Et il faut absolument que les données que j'envoie soient sécurisées. Et le LLM peut également me restituer des données, et il faut encore une fois que ce soit sécurisé. Je n'ai pas envie d'avoir les informations d'un autre client de la banque qui me soit restituées. Donc, il faut être très prudent sur les données reçues et restituées. Et enfin, aujourd'hui, on sait que les LLM peuvent avoir des droits, effectuer des actions. Donc, il faut maîtriser également la gestion des droits au sein d'un système avec un LLM ou plusieurs LLM. Et pour finir, comme dans la plupart des solutions qui embarquent de l'IA, il faut arriver à industrialiser ces sujets, donc faire ce qu'on peut appeler le LLMOps, c'est-à-dire assurer le maintien en conditions opérationnelles de notre solution en notamment monitorant les performances, mais également en venant automatiser toutes ces opérations de maintenance et de déploiement qu'on va pouvoir avoir. Donc voilà un peu les enjeux qu'on peut retrouver sur le développement de solutions qui embarquent de l'IA générative. Et donc, en collaboration avec GCP, on a développé un accélérateur en 3 axes. Le premier, c'est une infrastructure éprouvée sur GCP qui est adaptée et optimisée pour les différents cas d'usage qu'on peut retrouver dans l'IA générative. Typiquement, des cas d'usage RAG, donc avec des bases vectorielles. Des cas d'usage où on peut avoir des modèles multimodaux qui nous génèrent du texte, de l'image, de l'audio, de la vidéo et des interactions entre différents modèles.
La deuxième chose, c'est un code applicatif. On a développé une solution packagée avec LangChain qui est basée sur plusieurs contributions open source qui permettent de fixer le framework LangChain sur certains points, d'améliorer les performances et la résilience grâce au code applicatif. Aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de contributions open source qui ont été faites sur ce framework par Philippe Prados, qui est consultant chez Octo. Encore une fois, vous pouvez certainement retrouver les informations sur ces sujets sur le blog Octo. Et troisième point, c'est une partie automatisation. C'est comment on monitore les différentes métriques sur notre système, comment on automatise le déploiement et comment on va venir outiller toute la partie test et optimisation des performances qu'on a et qui sont nécessaires sur ce genre de solutions. Alors, pour la partie monitoring, il y a différents frameworks aujourd'hui qui sont utilisés. On a Giscard, Langsmith. Nous, là, dans ce cas, on a utilisé Phoenix pour les démonstrateurs que je vais vous présenter. Mais on en utilise d'autres. On benchmark un peu les différents frameworks pour se faire des convictions dessus. Et donc, en plus de cet accélérateur, on a développé 2 démonstrateurs. Un générateur de publicité, qui est un cas typique où on a plusieurs LLM multimodaux qui interagissent entre eux. On va pouvoir générer du texte, de l'image, de l'audio, pas encore de la vidéo, mais on est en train de travailler dessus. On attend la sortie de certains modèles pour pouvoir le faire. Et un deuxième démonstrateur qui est un cas typique de RAG, où on va avoir un moteur de recherche sur une base de données articles. Et le ROI de cet accélérateur, globalement, c'est pouvoir aller vite. C'est la capacité de réaliser un MVP globalement en 2 semaines. Et je ne parle pas de POC, je parle vraiment de MVP, c'est-à-dire quelque chose qui est hébergé sur le cloud, qui va pouvoir être mis dans les mains d'utilisateurs. Si les données sont disponibles, voilà, globalement, en 2 semaines, on peut développer quelque chose. Une solution conforme et sécurisée. Et une solution qui est scalable et qui va être évolutive. Si demain, on a un nombre croissant d'utilisateurs, voire exponentiel, on va pouvoir adapter très facilement notre infrastructure. Et globalement, on répond à une grande majorité des cas d'usage qu'on peut retrouver en IA générative, la génération, la recherche et la synthèse de contenu. Donc voilà un peu pour l'intro et je vais rentrer dès maintenant dans la démonstration de notre premier démonstrateur qu'on a appelé My Marketing Assistance. C'est un générateur de contenu marketing. Et en espérant que la démo fonctionne. Voilà, donc il faut se mettre à la place d'un créateur de contenu marketing sur les réseaux sociaux ou autres dans une boîte de retail, donc dans un retailer, et qui va vouloir générer des publicités. Bon, on peut choisir la langue. Antoine, tu peux zoomer, s'il te plaît? Tu peux zoomer un peu ton écran? C'est bon? Ouais, super, merci. Voilà, donc on peut choisir la langue, l'anglais, français. On va ensuite choisir le produit sur lequel on veut créer notre contenu publicitaire. Donc, on a une base de données produits. On n'en a pas mis 15 000 là pour la démo, mais globalement, voilà, on peut choisir water, sofa. Donc, on va faire une pub sur un sofa. Et là, donc, quand on choisit le produit, on a toutes les informations liées à ce produit qui sont récupérées. Donc, on va avoir la description du produit, ses informations liées au poids, etc. On va ensuite pouvoir choisir l'audience sur laquelle on souhaite déployer, à qui on souhaite adresser cette publicité. Donc, on va avoir des jeunes, des ados, des adultes, etc. Donc, on peut choisir teenager, par exemple. On va choisir également la plateforme cible sur laquelle on souhaite déployer. Instagram, Twitter, Google Ads. Donc, on va choisir, par exemple, Instagram. Et on peut choisir aussi le sujet de la campagne promotionnelle. Par exemple, si c'est, voilà, on a différents choix ici. Si c'est Noël, Halloween, la Saint-Patrick, si c'est Pâques, on peut également choisir de mettre quelque chose de custom. Donc, on peut choisir, par exemple, Noël. Et on va pouvoir également jouer sur les paramètres du modèle et notamment sur sa créativité. Donc, plus on va aller vers plus on va avoir un modèle créatif et qui va pouvoir être innovant sur les publicités sensibles. Et enfin, le ton sur lequel on veut que les publicités soient générées. On va choisir quelque chose de plutôt fun et on peut choisir ce qu'on veut générer. Donc, un audio, une image. Par défaut, il y a le texte qui est généré. On va pouvoir choisir le nombre d'images. On peut également choisir de mettre un slogan ou de ne pas en mettre.
Et on peut cliquer sur la génération de publicité en espérant que ça fonctionne bien. Et voilà, alors très rapidement, on a notre publicité qui a été créée. Donc pour rappel, on avait une publicité sur un sofa avec le thème de Noël, on visait des ados et sur Instagram. Donc là, on a un peu tout ce qu'on voit, le sofa. Bon, si vous pouvez lire, hein, c'est censé être fun, donc plutôt drôle. On a les hashtags voilà, pour bien référencer sur Instagram, etc. On a un audio qui est généré. Donc là, on avait fait le test, il me semble que vous n'entendez pas, mais globalement, voilà, il y a un audio qui est généré et on pourrait voilà, l'utiliser pour faire des pubs radio, par exemple. Et en dessous, on a nos images qui sont générées. Donc, notre canapé. Donc là, je ne sais plus combien on en avait mis 3 à générer. Voilà, il y en a 1, 2 et la troisième est en cours de génération. Le sofa, si je vous montre la base de données, le produit, il est vraiment comme ça initialement. Donc c'est vraiment un produit qu'on va mettre dans un environnement suite aux paramètres qu'on a choisis. La troisième image est en train de se générer. Voilà. Donc voilà les résultats qu'on a. On a une pub textuelle, une image, un audio et bientôt on pourra mettre également une vidéo. Je vous ai parlé de monitoring. Et on utilise un outil qui s'appelle Phoenix et qui permet de monitorer les différentes interactions qu'on a et les différentes générations qui sont faites par le modèle. Donc là, par exemple, c'est ma dernière génération, donc j'ai la date, 9h28. On a les informations plutôt techniques, la latence. Donc là, on a une réponse en 3 secondes 32. On a le nombre de tokens qui sont utilisés en input, output. Ici, on a la moyenne sur toutes les expérimentations qu'on a fait, donc voilà, sur les 7 derniers jours. Et on a également les évaluations de toxicité, d'hallucination. On peut rajouter d'autres évaluations ici qui vont venir nous permettre d'évaluer le contenu qui est généré. Là, c'est pour la génération de texte, mais vous avez vu, il y a l'image, de l'audio, etc. Donc, on monitore les différents éléments qu'on va avoir, la génération de l'audio et de l'image. Donc voilà un peu les informations qu'on monitore. Voilà, pour présenter un peu comment ça fonctionne très rapidement sous le capot, globalement, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de récolte du besoin. Donc, on est sur l'application et on va rentrer les inputs. Donc là, je veux faire une publicité, tel target sur tel produit, etc. Et globalement, on va faire appel à un LLM texte. Donc là, c'est Gemini Pro qu'on a utilisé. Et ce LLM texte, il va avoir plusieurs rôles. Le premier, c'est de générer un output, donc une publicité, par exemple sur Instagram, qu'on va pouvoir utiliser. C'est le texte qu'on a utilisé. Mais il va également générer des prompts pour l'audio et pour l'image, pour que ces prompts fassent appel à d'autres LLM qui vont pouvoir générer de l'audio et de l'image. Donc voilà, il y a un enjeu de monitorer les différentes interactions qu'on va avoir et savoir par exemple si notre image n'est pas bonne. Est-ce que c'est parce que le LLM image n'a pas été performant ou c'est parce que le prompt qu'on a généré n'a pas été bon. Et je l'ai dit au début, l'enjeu, c'est de fournir, de répondre aux besoins des métiers. Et là, on voit qu'on répond aux besoins des métiers avec la génération de contenu de manière instantanée et déployable de manière automatique. On a une efficience, donc on a des publicités qui sont pertinentes et adaptées aux produits, aux supports, etc. Donc voilà. Et on peut personnaliser à souhait les publicités qu'on fait. Donc typiquement, là, on a personnalisé sur la plateforme cible, mais demain, on peut prendre en compte carrément nos données utilisateurs pour faire des publicités qui seront ciblées à la granularité de nos utilisateurs. Voilà pour la première démonstration, donc il y a un cas d'IA générative où on fait du multimodal et différents LLM interagissent entre eux. La deuxième démonstration, c'est, on l'a appelé le My Retail Friend. C'est un outil qui permet la recommandation de produits correspondant à un besoin exprimé. C'est un chatbot qui utilise une base RAG où on a mis tous nos produits de notre magasin et on va pouvoir poser des questions et il nous fournira les produits les plus adaptés.
Donc, voici l'application. Je suis un utilisateur, voilà, donc j'ai ce chatbot et je vais pouvoir donc choisir le magasin que je veux. Bon, là, on n'a mis qu'un magasin, mais on peut imaginer plusieurs magasins ou plusieurs marques, ou des choses comme ça pour filtrer. On peut choisir un range sur le prix. Et encore une fois, on peut choisir en anglais ou en français. Et il y a, alors ça, c'est plus pour la partie développeur, mais on peut update la base de connaissances sur lequel est basé l'expert virtuel. Donc là, on a mis une base de données avec différents produits. Donc, il y a des chaussures, des sacs à dos, des parkas. On n'a pas mis une exhaustivité très forte. Par exemple, si je lui demande des chaussures de randonnée, searching, hiking, shoes, il est censé nous renvoyer les informations, enfin les produits qui sont le plus pertinents en fonction de mon besoin. Et là, donc, il me renvoie bien hiking shoes recommandations. Basé sur votre besoin, voilà les chaussures que je recommande. Donc là, en premier, il me propose celle-ci avec un prix de $250. Donc là, j'avais pas mis de restriction sur le prix, mais ça peut jouer. On a l'URL donc vers le produit. Ça, c'était des choses qui étaient dans notre base de données. On a les différentes features clés de notre produit, donc étanche, voilà, etc. Et on a une petite description. Et il y a plusieurs produits qui sont remontés. Donc là, on avait dit qu'on en voulait, nous, en développant la solution, on a dit qu'on voulait remonter uniquement 2 produits. Et d'ailleurs, je peux vous montrer les produits qui sont remontés. Donc voilà, nos chaussures. Et les deuxièmes, c'est celle-ci. Donc voilà, on a bien des chaussures de randonnée qui sont remontées. Et ici, on a la source. Donc ça, c'est la source de vérité. C'est ce qui est remonté par la base vectorielle. Donc ça, c'est les vrais produits qu'on a dans notre base. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une première étape de retriever où on va remonter les produits qui correspondent aux besoins. Et ensuite, on va les restituer de manière textuelle et compréhensible, comme ceci. Donc là, voilà, on voit qu'on en a plusieurs. Et dans ces plusieurs qui ont été remontés, on a remonté uniquement 2 produits qui étaient les plus pertinents. Je peux aussi lui demander Mosso searching and hydration backpack, voir si et là donc il me renvoie un sac à dos. Est-ce que voilà, donc là il me renvoie un sac à dos et d'hydratation. Donc voilà, on a vraiment les remontées qui sont en fonction de ce qu'on demande. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'un peu d'avoir des garde-fous, de maîtriser ce que le LLM va nous répondre. Et typiquement, quand on met ce genre de solution à disposition d'utilisateurs finaux, la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de lui faire dire des choses pas claires. Donc typiquement, ça peut être des blagues racistes, des choses sexistes, même dénigrer l'entreprise qui met à disposition ce chatbot. Et donc, on met en place pour ce genre de choses des garde-fous. Donc, si je lui demande tell me racist joke, bon là, il faut être assez serein quand on demande ça, mais on met en place des garde-fous qui font qu'il ne répondra pas à cette bon, là, le garde-fou est passé, mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a halluciné. Si je répète, normalement, il doit détecter le côté raciste. Et voilà, I'm sorry, I can't help you, it's a racist joke. Donc là, on voit qu'il ne fait même pas. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a halluciné, mais il n'a pas répondu. Si on regarde les sources, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui a été remonté par le retriever. Et voilà, donc là, il y a un garde-fou qui check l'hallucination que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, ici, la toxicité, pardon, donc non toxique. Et s'il repère du toxique, il ne répondra pas. Donc voilà pour ce deuxième démonstrateur basé sur une base vectorielle, donc RAG. Et pour rentrer encore une fois un peu plus dans le schéma fonctionnel et comment ça marche en dessous, globalement, on a 3 étapes. L'organisation de l'existant, c'est comment on va faire en sorte que notre base de produits interne soit exploitable par le LLM.
Et pour ça, on va venir vectoriser, donc embedder nos produits. Donc là, on a la documentation produit, donc la description, le poids, le prix des produits, leur nom. Et on va venir créer des vecteurs qu'on va mettre dans une base vectorielle pour chacun de ces produits. Et on va utiliser un embedding, un modèle d'embedding. Donc là, on se retrouve avec notre base vectorielle qui est peuplée par les différents produits vectorisés. La deuxième chose, c'est la recherche d'informations. Je suis un utilisateur, je vais venir poser une question à mon LLM et je veux qu'il me renvoie les informations que je cherche. Et donc, cette question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, elle aussi, la vectoriser avec le même modèle d'embedding et on va venir comparer dans notre base vecteur les produits qui sont le plus proches de la question vectorisée. Typiquement, je lui demande des chaussures de course à pied ou de marche. Il va vectoriser ma demande, donc chaussures de marche est dedans, et il va me renvoyer les produits qui sont les plus proches. Et ensuite, une fois qu'on a ces vecteurs qui sont retournés, donc les produits les plus proches qui sont retournés, on va utiliser un LLM texte, donc un agent conversationnel, qui va prendre en entrée la question et les différents produits qui sont retournés par ce qu'on appelle le retriever. Et on se retrouve avec une réponse qui est lisible, avec les informations clés qui sont restituées et également les références aux produits qui sont dans la base. Et encore une fois, la valeur métier apportée par ce genre de solution, c'est quoi? C'est de la disponibilité. Donc, on a un conseiller expert qui est constamment disponible parce que c'est en ligne, donc à travers le chatbot. On a des informations qui sont précises. Si notre base de données est à jour, on a des informations qui sont toujours pertinentes et toujours à jour. Donc, les prix évoluent, la disponibilité en stock, etc. Donc, on peut garder ça à jour. Et on a un nouveau canal de recommandation qui est créé. Typiquement, je veux des chaussures de marche. On peut avoir le chatbot qui propose également une liste de chaussettes, de sacs d'hydratation qui pourraient accompagner mon road trip, par exemple, que je veux faire. Donc voilà un peu sur ces deux démonstrateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit deux cas d'usage assez typiques qu'on peut avoir en GenAI. L'un avec plusieurs modèles qui interagissent entre eux, des modèles multimodaux, et un deuxième avec une base RAG, donc une base de vecteurs, où le modèle va venir faire des recherches dessus. Et donc, je l'ai dit, il y a des enjeux qui sont globaux à tous les sujets de GenAI, donc la résilience, le fait de fixer le caractère aléatoire, l'industrialisation, sécurité, etc. Mais on va avoir aussi des focus propres au cas d'usage qu'on va faire. Typiquement, le générateur de publicité, là, l'enjeu clé, ça va être d'optimiser la création du contenu de nos différents modèles, donc modèle texte, image, audio. Et ça passe principalement par faire du prompt engineering et tester et choisir les modèles les plus pertinents en fonction de notre besoin. Et donc, il y a beaucoup d'opérations de tests et d'évaluation à faire. Et donc, il y a un enjeu sur automatiser vraiment toute cette partie. La deuxième chose, c'est monitorer les interactions qu'on va avoir entre les LLM. Je le disais, il y a le LLM de texte qui va pouvoir donner en input un prompt au LLM, par exemple, d'image. Il faut qu'on soit en capacité de voir aux différentes étapes de création d'une image quelles sont les évaluations à ces différents niveaux. Et enfin, la dernière partie, c'est comment on automatise l'interfaçage de l'output. Là, typiquement, j'ai une publicité sur Instagram qui a été créée. Si je veux la poster, il faut que je la copie, que je la colle sur Instagram. Aujourd'hui, on sait que les LLM, on peut leur faire des actions et il faut qu'ils soient en capacité de publier, par exemple, directement sur Instagram. Et là, il y a un enjeu de vraiment validation finale de l'output parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait des publicités qui ne soient pas pertinentes, qui soient mises. Donc, il y a un enjeu d'évaluation. Deuxième chose, par contre, sur le use case du moteur de recherche, donc où on a une base article et une base RAG, l'enjeu principal, il va plutôt être dans la construction et l'alimentation de la base RAG. Comment on maintient à jour cette base RAG, comment on la construit pour la première fois, comment on va venir découper nos fichiers qu'on va mettre dans cette base RAG. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et globalement, si votre base RAG est bien construite, ça va
le reste, les résultats que vous aurez in fine seront vachement dépendants de cette base RAG. Et là, encore une fois, il y a un article sur le blog qui parle de tous ces sujets. Il y a même plusieurs articles, donc n'hésitez pas à les regarder. Et en plus, je le disais au début, mais l'IA générative, ça évolue très vite. Et il y a un enjeu sur les bases RAG, pour le coup, d'en avoir une pertinente, parce que c'est quelque chose que vous allez garder dans le long terme, et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez investir, car vous en aurez toujours besoin, et globalement, ça va évoluer moins vite, beaucoup moins vite que le reste. Et ensuite, il y a forcément un travail sur optimiser le fait de récupérer les éléments dans la base RAG, donc ce qu'on appelle le retriever, et optimiser la partie restitution des éléments. Et là, encore une fois, on a du prompt engineering, du choix des modèles, etc. Et là aussi, il faut monitorer deux choses cette fois, le retriever et la restitution qui est faite, la génération. Voilà, je vais laisser la main à Alexander pour nous parler faire un focus sur GCP et nous montrer comment nativement GCP permet aussi d'accélérer sur ce genre de solutions qui embarquent de l'IA générative. Oui, super. Merci beaucoup, Antoine. Donc, effectivement, Antoine, il a abordé déjà quelques éléments de notre plateforme, Google Cloud Platform. Et je voudrais prendre plutôt le focus sur le parti de Enterprise Readiness. Parce qu'on sait que les LLM, les modèles génératifs, ils sont géniaux si on veut faire quelque chose de créatif. Mais au moment qu'on ajoute ces blocs-là dans le cadre d'une entreprise ou une organisation, on a aussi l'autre enjeu, en fait, comment maintenant intégrer tous ces éléments, comment vraiment profiter et ramener une valeur. Donc, nous, comme on développe les solutions de AI chez Google Cloud, on met tous ces briques-là dans le stack technologique unifié. Donc, ça commence par une infrastructure, ce qu'on appelle AI Hypercomputer. Donc, c'est les accélérateurs comme GPU, TPU, nos propres accélérateurs de calcul, le stockage pour tous ces grands volumes de données. Après, niveau plus haut, c'est le Model Garden. C'est les modèles que vous pouvez trouver en modèles de open source, nos partenaires, nos propres modèles. Et le Model Builder, c'est l'endroit pour le développeur ou data scientist pour prendre tous ces briques-là et créer les applications, ce qu'on vient de voir dans la présentation d'Antoine. En tout, auteur de cette offre, on a ce qu'on appelle Agent Builder. Donc, c'est la solution de RAG. Donc, RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. C'est le mot jargon pour dire qu'on prend les documents, les index, et après, on peut les actionner dans nos requêtes, interface conversionnelle. Donc, on peut construire ces types de chatbots, le moteur de recherche, avec quelque chose complètement low code. Donc, on ne code rien juste dans le source, où on peut aller et vraiment utiliser API par API. Donc, comme j'ai parlé de Model Garden, je veux vraiment préciser qu'on garde l'esprit de plateforme qui est ouverte et utilise les SDK open source et les modèles open weights. Donc, il y a le modèle de fondation proposé par nous. Donc, on a une entité de recherche Google DeepMind. Il y a les modèles qui sont publiés comme le Gemini. C'est le modèle qui est multimodal de la façon native. Ça veut dire que vous pouvez traiter audio, vidéo, les images et le texte, tout ça dans le même contexte et actionner ces données. Après, on a le partenariat fort avec tous les acteurs principaux dans le domaine. Par exemple, on a le modèle Mistral, on a été premiers à fournir sur cloud où il était disponible. On a aussi les modèles Meta, Falcon, Claude. Et ces modèles, majorité de ces modèles, vous pouvez les télécharger et utiliser comme vous voulez. Ils sont aussi disponibles comme Model as a Service. Ça veut dire que vous utilisez vraiment les API et vous ne payez pas l'infrastructure derrière. Donc, voilà, ça, c'est le slide peut-être le plus important de tout le parti de Enterprise Readiness. Donc, c'est ce que je veux souligner, que votre donnée, c'est toujours votre donnée. Ça veut dire que c'est vous qui êtes propriétaire de toutes vos données stockées dans le sein de Google Cloud avec votre propre mesure de sécurité. Vous contrôlez qui a accès à ces données et comment ils sont utilisés. Si vous prenez un des modèles qui est disponible dans le Model Garden et vous faites le fine-tuning, le modèle fine-tuné, c'est aussi votre propriété intellectuelle. Donc, vous pouvez le déployer, supprimer, utiliser comme vous voulez et vous gardez toujours le contrôle qui a accès à vos propres périmètres de Google Cloud. Deuxième chose, que
on a les outils pour vous pour vraiment avoir audit et monitoring qui, à quel moment avoir accès à vos données. Donc, vous avez vraiment le log, la transparence complète sur ça. Et troisième chose, très important, qu'au moment qu'on rentre dans un marché, on est complètement aligné avec toutes les lois, toutes les bases législatives de ce marché-là. Donc, en Europe, c'est RGPD. On participe activement dans toutes les discussions autour de AI et Act. Donc vraiment, c'est quelque chose de très, très important de dire que c'est toujours vous qui êtes propriétaire de vos données. Responsible AI, on a vu un peu dans le démo d'Antoine qu'il y a cet aspect qu'on veut, en fait, on veut profiter de tous les avantages qu'on a aujourd'hui avec l'IA générative, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de risques qui peuvent être amenés avec tous ces modèles. C'est pour ça qu'on propose à vous tout le stack d'outils pour vérifier en fait les démons d'utilisateurs, le contenu produit par modèle. Donc on a le Safety Filters, Content Moderation API, mais on a aussi les instruments et les choses qu'on publie en open source dans la recherche. Donc, vous pouvez prendre tous ces briques-là et améliorer et mieux protéger les résultats. Ce qu'on fait aussi, si vous utilisez un de modèles sur étagère, comme Gemini, ces filtres de sécurité, ils sont vraiment intégrés dans le modèle lui-même. Donc, vous pouvez, au moment que vous envoyez un requête et vous demandez générer un contenu, vous pouvez demander appliquer les filtres de sécurité automatiquement. Par exemple, si vous créez une application en utilisation interne, vous pouvez mettre les filtres assez basses. Et si c'est une application qui est exposée à externe, vous pouvez mettre vraiment les filtres assez agressifs. Et dernière chose, c'est les grounding et évolution. Le grounding, ça permet d'enrichir le modèle avec les données d'actualité d'aujourd'hui. Comme ça, on sait que vraiment, il peut opérationner avec les données qui, voilà, en real time. Et évolution, si vous faites le fine-tuning, vous changez quelque chose dans vos prompts, c'est très important, en fait, comparer est-ce qu'il y a une amélioration ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment le stack unifié de notre offre Google Cloud AI, vraiment dans cet aspect Enterprise Readiness. Donc on sait que le modèle de AI génératif c'est super bien, mais au moment qu'on l'intègre dans les applications, on a les enjeux qui sont aussi très importants.